Au sommaire du Sous la loupe de ce numéro de mars-avril, les 100 ans du naturalisme à Charleroi. Dans son Bonjour Cabu, Michel Robert nous fait découvrir des coins de la campagne gerpinoise. Et enfin, Éddy Piron, dans sa chronique livre, part à la rencontre d'une maison d'édition couillettoise dont l'une des collections est consacrée aux enfants dyslexiques. Nous sommes aujourd'hui avec David Dumont. Alors, David Dumont, il est naturaliste, c'est un monsieur qui est plongé dans la nature en permanence. Et aujourd'hui, on va vous parler notamment des 100 ans du Cercle des naturalistes de Charleroi. Alors, David, bonjour. Bonjour, Lucien. Alors, David, tout d'abord, ce cercle des naturalistes, il y a le cercle des naturalistes de Belgique et puis il y a la section Carolo qui a 100 ans. Vous expliquez un petit peu historiquement comment ça s'est passé? Alors, pas tout à fait. Donc, le cercle naturaliste Charleroi ne dépend pas des cercles naturalistes de Belgique. C'est une association complètement indépendante, donc qui a été créée effectivement il y a 100 ans. Donc, on a fêté nos 100 ans cette année. On a fait une petite fête au bois du casier. Alors, comment il s'est créé finalement ce cercle il y a 100 ans? À cette époque-là, il y avait des médecins, des enseignants, des pharmaciens qui s'intéressaient à l'environnement, à la nature et qui s'organisaient en amis au départ pour faire des découvertes. L'environnement à cette époque-là était encore très sauvage, on avait encore des grands espaces semi-boisés parce que les bois étaient exploités, mais donc on avait encore des grandes étendues à découvrir. Les transports n'étaient pas développés et donc ils se donnaient rendez-vous en général de gare en gare. Donc ils descendaient une gare et puis ils faisaient un cheminement jusqu'à un autre endroit pour reprendre le train un peu plus loin. Et quel était le champ d'action de ce cercle? C'était la région ou l'Entre-Sambre-et-Meuse en général? C'était plutôt l'Entre-Sambre-et-Meuse et donc à l'époque ça s'appelait d'ailleurs l'association de Charleroi et de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alors un naturaliste, c'est quoi? Ah, c'est quoi naturaliste? C'est une personne qui s'intéresse aux sciences naturelles, donc ça peut être l'ornithologie, la botanique, la mycologie, la lichénologie, etc. En ce qui te concerne, c'est quoi exactement Moi, j'essaye de rester généraliste, donc ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine, et donc j'ai différents publics, les enfants, les adultes, des gens en difficulté, et donc j'essaye d'être généraliste, d'avoir un petit peu un bagage sur les batraciens, sur les insectes, sur les oiseaux, sans aller dans les détails dans chaque matière, parce que ça demande énormément d'investissement, énormément de temps, et donc voilà, moi mon intérêt il reste pour diffuser, essayer de vulgariser peut-être, voilà, de vulgariser effectivement pour un plus large public. Ouais. Alors cela dit, depuis 100 ans, il y a quand même des documents. J'imagine que chaque balade fait l'objet d'un document ou d'une petite note. Alors les archives, elles sont importantes? Elles sont importantes. Au Naturel de Charleroi, on a une belle bibliothèque qui retrace, qui regroupe des ouvrages achetés qui n'ont pas été élaborés par nous, mais plein de revues d'autres associations. Et donc du coup on a notre propre revue qui au départ était un petit bulletin, un petit feuillet de 2-3 pages qui retraçait les grandes lignes des balades qui se faisaient à l'époque. Et puis ce bulletin a évolué avec le temps et donc ce bulletin il comprend le programme, il comprend des comptes rendus des sorties avec des petits inventaires de ce qui s'est fait, de ce qui a été découvert sur le terrain. Alors comment ça se passe? Vous organisez régulièrement des visites, c'est ouvert à tout le monde ou c'est un cercle fermé? Alors, pour participer aux visites de manière
régulière, il faut être membre, oui. Donc c'est pas des balades qui sont proposées au tout public. Maintenant, il n'y a aucune difficulté de rentrer dans le cercle. Hein. On vous invite à venir à une balade ou à deux balades. Et puis si vous accrochez, vous vous faites membre. C'est une petite cotisation de 20 €, donc c'est vraiment pas cher. Hein. Alors je connais un peu ce milieu-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer un autre naturaliste, un candidat naturaliste qui m'a dit on fait 3 heures de balade et on découvre une plante. À un moment donné, on a l'impression que c'est des spécialistes qui parlent de leur truc et parfois d'autres se sentent un petit peu à l'écart. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, moi je les qualifierais d'amateurs très éclairés. Hein. Donc, ce sont des gens qui font ça pour leur plaisir, même si dans les membres, il y a des gens qui sont biologistes, ingénieurs, etc., et qui ont un métier pas spécialement dans le domaine, mais apparenté. Hein. Ça peut être un architecte paysagiste, par exemple. Donc, ce sont des amateurs qui sont passionnés par une thématique. Et donc, les balades ont un certain niveau. Donc, on ne se contente pas du nom vernaculaire, qui est le nom français. On va dans la détermination d'espèces ou de la sous-espèce. Est-ce que ça ne risque pas de faire un petit peu peur à monsieur tout le monde qui voudrait intégrer ce genre de cercle? Tout à fait. Moi, c'est mon cas. C'est mon cas il y a 20 ans. Quand j'ai passé les brevets de guide nature, je suis allé à une balade et ça m'a un petit peu refroidi. Quand on sort des cours de guide nature, on a l'impression d'avoir acquis plein de connaissances. On veut partager. Et puis, quand on va dans ce genre de cercle, on se rend compte que on connaît peu de choses. Et donc, il faut admettre le niveau auquel on est pour pouvoir progresser. Et donc, on peut participer et prendre ce qu'on a envie de prendre. Et donc, il ne faut pas vouloir connaître tout de suite. Et donc, si on fait effectivement 3, 4, 5 km, souvent pas plus, qu'on apprend quelques plantes, on se contentera si on est débutant, d'essayer d'en retenir quelques-unes, et puis laisser les autres plantes pour une autre sortie. Quoi. Alors, est-ce que c'est un groupement, est-ce que vous attirez des jeunes quand même, ou c'est un cercle dont les membres ont déjà un certain âge? Il y a des jeunes, pas des tout jeunes, mais il y a des jeunes, c'est assez diversifié, mais il faut admettre que la moyenne d'âge est plus élevée. Et donc, justement, c'est du coup des gens qui ont des connaissances, qui ne demandent qu'à une chose, c'est de les partager. Et donc, si les jeunes arrivent, on les accueillera avec plaisir et on partagera des balades agréables en les aiguillant sur la manière d'aborder, ces thématiques. Est-ce que parfois vous sortez de nos frontières, vous allez à l'étranger? Oui, tout à fait. Donc on fait en général une sortie tous les 15 jours. On a des sorties, des soirées mycologiques en automne. On fait une conférence ou deux. On fait une journée microscopie, une exposition champignons. Donc on a déjà quelques activités dans la région et en Wallonie. Et puis chaque année, on organise ou on co-organise avec un autre cercle une session ou deux à l'étranger. Est-ce que ça coûte cher de faire partie de votre cercle? Non, pas du tout. Non. Donc la cotisation, elle est pour individuel ou pour couple, donc entre 11 et 20 €. Là-dedans, est compris un bulletin trimestriel. Donc fondamentalement, ça coûte rien. Ce que ça va vous coûter, c'est de participer aux sorties, le coût de l'essence, d'acheter des guides pour pouvoir progresser dans la matière. Et encore, on a une bibliothèque, donc vous pouvez aussi, avoir en prêt des livres de qualité sans investir énormément. Et voilà, une petite toupe de botaniste ou des jumelles pour faire de l'ornithologie, mais comme d'autres passionnés achètent du matériel pour vivre leur passion. Quoi. Il y a quand même un problème, j'ai envie de dire, c'est un cercle qui a 100 ans, mais en termes de communication, par exemple, il n'y a pas de site internet. J'ai l'impression parfois que en matière de communication, vous vivez encore, c'est pas un reproche, à l'époque de la préhistoire.
Ah ben écoute, Eddy, tu iras voir, on a un tout nouveau site internet. C'est pas vrai. Qui a quelques jours, tout à fait, tout à fait. Alors sur ce site, on peut trouver quoi par exemple? Ah ben on peut tout trouver, les sorties, les prochaines sorties que l'on va proposer, le but de l'association, comment on fonctionne, quelques petites infos pratiques, quoi. Le nom du site, c'est? Lesnaturalistes-charleroi.be. Alors les projets, j'imagine que vous en avez, on ne s'arrête pas à 100 ans. Ah, non, enfin, dans les prochaines années, tu veux Oui, dire. oui, oui. Ah, ben, l'avenir nous dira, mais donc, chaque étape à la fois, ben oui, on fêtera nos 120 ans, nos 150 ans, ça tout à fait, oui. Hein. Alors oui, justement, vous parlez d'une bibliothèque, mais elle est assez... elle n'est pas vraiment publique, hein, c'est assez limité quand même. C'est assez limité, oui, tout à fait, parce qu'elle se trouve dans une école, au moins elle est en sécurité, mais du coup, il n'y a pas une accessibilité en permanence, il y a des tranches horaires tous les 15 jours pour y avoir accès, effectivement. Bah alors, on lance un appel, pourquoi pas, ça pourrait faire partie de vos prochains projets. On cherche un local sécurisé où vous pourriez éventuellement entreposer vos livres. Et à peu près combien de livres? Oh, je dirais il y a plusieurs centaines de livres, je dirais qu'il y a un gros pan de mur de classe, quoi. Tu nous rappelles le nom du site? Lesnaturalistes de Charleroi.be. David, merci. Le soleil est à nos portes. C'est le retour des barbecues. Pour vos vins, une seule adresse, vinopierrot.com. Vino Pierrot Le Verval, c'est la dégustation et la vente à domicile ou via internet de vins, champagne, spiritueux, cadeaux d'affaires et paniers garnis. Pour les particuliers, l'ORECA et les collectivités. Retrouvez infos et promos régulières sur vinopierrot.com. vinopierrot.com. Attention, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Bonjour médian, comment allez? Hein? Et puis foire, BM, hein? Nous estons à 50 jours d'époque, il fait clapant, il fait vraiment bon. Hein? C'est vraiment le début de la campagne, du bon temps, du printemps, et il fait bon viquer dans les ruelles. Si vous voulez, eh bien, autre chose, c'est basket, c'est soleil, et nous allons aller router les chaînes. Eh bien, voilà. Ceci, c'est des brailles de chat. Des brailles de chat, des primes verts. À Don aussi, nous avons des chambarrés. Les chambarrés, les chamboirés, les chambarrés, il y a plusieurs noms en wallon, ben c'est des jonquilles. C'est des jonquilles d'agrément parce que dans les bois, ben, il n'y en a déjà plus. Et quoi? Des ouilles, des petits Jésus, des myosotismes, bien. Quand le bonne saison nous est revenu, qu'il s'avait gonflé les boutons, d'un tout dans nos mêmes nous sentons un petit diable qui nous remue. Et c'est ça donc les amoureux, c'est vont tout binoche de balle, profiter de la saison nouvelle dans les ruelles. Si
cachent les petits coins tranquilles. C'est parce qu'ils ont peu des cancans. L'heure d'aujourd'hui, faut y se méfier, il n'y a plus que de la jalousie. Et tout quand vous se rencontrez, vous voyez bien qu'ils sont jamais les... Mais bien, nous estons Rossi au Tri Marie Lino, hein, et tout un endroit fantastique, hein, où était une mare qui est devenue ces derniers temps Marie Lino. Marie Lino, c'est le dernier sorcière qu'on a brûlé Rossi à Gerpen au XVIe siècle. C'est une légende, peut-être née, parce qu'on retrouve dans la littérature d'Octave Pirmé, Lino dit Marie Lino. Les poètes évoquent et j'ai une pensée pour cette dame il y a 2 siècles qu'on a brûlée sur le bûcher. Pardon, il y a quand même de la vérité aussi au Tri Marie Lino. Mais oui, c'est le Tri Marie Lino, c'est tout un endroit favori du peintre impressionniste Henri de Glume. Il a peint l'endroit peut-être plus de 2-5 ans, parce qu'on retrouve ses œuvres, on retrouve branlement de ses œuvres, aussi dilettantes, à des moments différents, à des saisons différentes, les lumières et tout dit quand genre, où était l'œuvre dit Henri de Glume, hein, l'impressionniste gerpinois, qui est un fell peintre. Il est né en 1865 et il est mort en 1940. Henri de Glume. Quand le bonne saison nous est revenue, qu'il s'est fait gonfler les boutons, d'un tout dans même nos centres, un petit diable qui nous remue. Ah bon, mais bien, où était succès? Est-ce qu'il se n'est bien succès? On disait tout à l'heure d'un endroit au butin. Eh bien, c'est ici et tout, il n'y a rien. Les fontaines Saint-Roland à Gerpen, à 2 pas du centre. On essaie de mettre au Crouet. C'est un véritable plaisir. Je suis venu. Pour aussi les fontaines Saint-Roland, quand on met juste enfant, juste gamin, on y passait tous les jours. Hein? On venait fumer une petite cigarette à cachette. On avait nos rappelots, nos rendez-vous à vous les copains. Plus tard, adolescent, si c'était peut-être plus des copains, c'était des copines. On venait aussi, hein, on était bien posé, bien tranquille. Ah bon, mais tiens, si vous venez à une Saint-Roland, un jour nu, hein, vous avez l'idée d'être venu par-ci. Toquez tout dit avant d'entrer, parce qu'il y a tout dit déjà aussi. Et à cette heure, nous, quand on était gamins, on avait ça. Mais à cette heure, où était aussi ce qu'on a? On a quasiment des fauteuils. C'est quasiment de l'île, non? Allez, où était aussi? Elle Fontaine. Fontaine Saint-Roland. Mais j'ai connu des gens, des femmes, qui venaient. Elles venaient en berouette à vous le linge. Et elle rincie. On passait le linge au bleu, on blanchissait. C'est ce blanc qui elle buait. Rossi, Alfontaine, Saint-Roland. Et par ce temps-ci, c'est un véritable plaisir. Allez, on va à un petit plus long.
les monuments aux marcheux de la compagnie de Gerpen Centre. Une œuvre de Gérard Tonneau, originale, c'est toutes des plaques représentatives, symboliques, des ustensiles, des moments forts de notre marche Saint-Roland. Vous voyez aussi, médias, il y a une petite citation en wallon, en remontant l'Al dans les royaumes d'Innososson. C'est fort important. L'Al, c'est ici plus loin. Les marcheurs ne marchent pas seuls. Les marcheurs ont toujours dans la tête un taillon, comme on dit, un ancêtre, qui marche avec eux, on marche dans leurs souvenirs pour faire vivre la tradition. Et bien voilà, une œuvre dit Gérard Tonneau. On va arrêter de m'y être aussi, médias. Rossi, nous restons à un endroit hors du temps. Nous sommes à la limite de Gerpen, Joncré. Gerpen, Joncré. Nous restons à Gurty. Gurty, c'est un nom wallon. Ça veut dire un enclos fermé, Al-Gurty. Les gens Joncré, Rossi, ils disent nous, c'est les roches. Les roches. Il y a énormément de roches calcaires. Ici, à Gurty, il y a une histoire vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on est hors du temps. On a retrouvé une nécropole mérovingienne. On a découvert, ici, on a mis à jour une vingtaine de tombes, mais probablement qu'il y en a plus de 200. Et le fait de ces fouilles, c'est qu'on a découvert une sépulture d'une princesse, d'une jeune dame. On a retrouvé des bagues, on a retrouvé des colliers, fibules. Tout ça est dans un musée à Bouvigne, à la Maison Espagnole. Et figurez-vous, donc, il y avait une bague avec un signe. Et avec le cercle d'histoire de Gerpen, qui a mené une enquête sur ces signes, et on est arrivé au nom de cette princesse qui se nomme Aliena Ide. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, cette découverte et ce travail de recherche par les membres du cercle d'histoire de Gerpen. Voilà, c'est vraiment un endroit, moi j'adore cet endroit, j'adore venir souvent me balader dans la campagne. En plus on a une vue extraordinaire. Et aujourd'hui, médias, il fait bon, les arbres sont en fleurs. Vous pouvez demander tout d'or. Nous estons sur le chemin Saint-Roland. Enfin, à l'Orvière, parce que aussi on monte d'Oko à Vieux Joncré. Il tourne Saint-Roland, il va de Joncré et il va sur Oko, Alpin. C'est un chemin vraiment agréable. C'est un chemin où les week-ends, on retrouve vraiment de gens qui retenus et parce que ainsi c'est merveilleux. Aussi, pas de rimer, nous avons dans l'air aussi, nous avons des fleurs, des petites boules d'aubépine qui commencent à fleurir. Qu'est-ce qu'il y en a de plus bien, mes gens? Allez, on avance un petit peu. Aubépine en wallon, c'est des péchis. Si vous vous rappelez, on a déjà fait un petit reportage l'année passée. Il y a le rue du Péchi au Flash, rue des Aubépines, comme à l'Auverval. Gerpen,
c'est scénariede qui vaut musen. Brige di souhait des vallées des ridoco, d'Ogette et des trianamboli de Blambeau. Les douchants des Rolandiens al descouvienne. Un trésor brochant del janter di Sauvelon. Trop pire caillot al sueux di Sétaillon. Les bleus et mots jaunes, erglatichant au solia, chapiat curé balzinant comme des sokia. C'est le bon teint aux événés des biens jasmins, les mœurs des piscins trigibel nul tambour, quand les hulots bouche nulle usance d'Issédien, au pachy des fontaines flourish nuls amours. Alors nous sommes ici à Couillet dans un cadre absolument charmant et on va à la rencontre notamment d'Anne Libot. Anne Libot, vous êtes bénévole au sein d'une maison d'édition qui s'appelle la maison d'édition Entre deux pages. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah ben ça va, tout à fait. Alors, Entre deux pages, pourquoi ce nom? Oh, ben, on cherchait des noms et finalement à un moment donné c'est Pierre, mon mari, qui dit bah tiens pourquoi pas Entre deux pages, puisqu'entre deux pages on peut faire tellement de choses entre deux pages. Alors est-ce que vous avez une ligne directrice bien précise? Quand je vous ai rencontré la première fois, c'était notamment pour des enfants dyslexiques. Oui, en fait au départ c'était pas du tout ça, c'était des livres écrits normalement, voilà. Et c'est à force de faire des salons du livre qu'on s'est aperçu qu'il y avait une demande de parents et d'enseignants pour justement les textes adaptés aux enfants dyslexiques. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, adapter l'écriture à un enfant dyslexique, comment ça se fait? Comment on procède? Alors moi, quand j'ai commencé à adapter ces textes-là, on n'avait pas encore la maison d'édition, donc moi c'était en tant qu'auteur. Évidemment, en tant qu'auteur, je ne suis pas logopède, je ne suis pas professionnelle du langage, donc j'ai repensé à une personne que j'avais vue lors d'une conférence qui s'appelle Marie-Jeanne Pétignot et qui a écrit justement des livres, pas pour les enfants dyslexiques, mais pour les parents et les enseignants et les professionnels du langage. Et ce livre s'appelle « Connaître les différences ». Et donc, je suis allée la trouver parce qu'elle n'habitait pas très loin et je lui ai dit, voilà, moi je voudrais adapter des textes, est-ce que vous êtes d'accord de m'aider? Et elle a accepté tout de suite, évidemment, ça l'a vraiment branchée et elle m'a donné tous les conseils qu'il fallait pour mettre en évidence ces phrases et ces mots pour que les enfants voient bien et puissent les lire. Alors généralement ça se présente sous forme de parties dessinées, de parties écrites. C'est pour les enfants de quel âge ça? Alors ça dépend. Ici le tout premier c'est de 6 à 7 ans, puis on a de 7 à 8, 8 à 9. On s'arrête en 4e, 5e primaire. Après, les enfants dyslexiques, évidemment, quand ils sont dyslexiques pour toute leur vie. Donc il y a des enfants de 10, 11 ans qui vont les lire aussi parce qu'ils ont des grosses difficultés en lecture. Donc ça va aussi les aider. Alors techniquement, ça se présente comment là? Alors techniquement, au départ, il y a le support qui est voilà, un papier un peu plus jaune, un peu plus blanc cassé, parce que le blanc est une couleur trop agressive pour l'œil. Ensuite, on a des lettres qui sont plus grandes aussi, soit en 14 ou en 15, et on a choisi la police d'écriture Open Dyslexique.
Il y a d'autres polices qui sont valables, hein. Il y a Arial, Comics sans MS, il y en a plusieurs, il y en a 4 ou 5 qui sont valables, mais nous on a choisi celle-ci. Pourquoi? Parce que les bases sont plus épaisses et donc ça permet de fixer la lettre. La lettre a l'air bien posée sur la ligne, puisque les enfants dyslexiques ne voient pas la même chose que nous. Pour eux, quand ils regardent un texte, tout part dans tous les sens, toutes les lettres bougent, toutes les phrases bougent, donc il faut absolument les fixer. On a aussi la petite réglette qui va permettre de descendre d'une ligne à l'autre en cachant le texte. Comme ça fixe aussi les lettres. Puis il y a les espaces qui sont plus grands entre les lettres, les phrases et les mots. Ensuite, il y a la possibilité de plusieurs techniques. Ici, on a mis en avant les syllabes, en vert et en bleu. La plupart du temps, dans les livres, c'est du rouge et du bleu. Nous, on a dit non, pas de rouge. Comme ça a une connotation, en général, le rouge a une connotation négative. Donc, on a éliminé le rouge. On démarre du ciel dans la lecture vers la terre et de la gauche vers la droite. Donc on démarre au vert, on s'arrête au rouge, comme quand on passe un carrefour. Toutes les illustrations sont à droite, parce que quand on ouvre un livre, en général, c'est la page qui est bien plate et c'est cette page-là qu'on va regarder avant l'autre. Si c'est du texte, l'enfant n'aura pas envie de lire. Ah bah tout ça est bien calculé. Voilà. Cela dit, il y a quand même des histoires. Ah, bien sûr, évidemment, il y a des histoires. Alors voilà, on a essayé d'abord d'avoir des histoires toutes différentes, aussi des illustrations toutes différentes. Comme ça, malgré que c'est une collection, mais c'est pas toujours le même illustrateur ou l'illustratrice qui fait les dessins. C'est assez simple. Puisque, on emploie du vocabulaire, mais malgré tout, c'est assez simple pour que l'enfant ait quand même facile à lire. Ça fait combien de temps qu'existe votre maison d'édition? Alors, la maison d'édition existe depuis décembre 2018, donc c'est pas vieux. Pas vieux. Alors, déjà, vous avez des résultats, un return de la part des enfants? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les gens qui ont commencé à acheter le livre continuent la collection parce que voilà, ça les aide beaucoup. Oui. Alors, vous avez cette collection, mais vous avez plusieurs collections peut-être? Alors, on a donc la collection 10 pour 10. On a aussi des livres-jeux. Des livres-jeux. Alors, c'est un livre qui se présente avec un dé. Donc l'enfant doit lancer le dé pour continuer à lire l'histoire. Ça lui permet de lire plusieurs histoires, c'est un petit peu comme dans les livres dont vous êtes le héros. C'est lui qui va faire son histoire, fabriquer son histoire en fonction du dé. Donc dans celui-là, c'est les couleurs et les chiffres. On va pouvoir lire 9 histoires. Et donc l'intrigue va changer et la fin de l'histoire va changer par rapport au dé. Ici, on peut en lire 27 parce qu'on a ajouté les formes. Et donc c'est pareil, c'est toujours la même histoire qui se passe à l'anniversaire de Chloé, mais l'intrigue est différente et la fin de l'histoire est différente chaque fois. J'ai vu aussi que vous avez des romans là, non? Alors on a commencé le tout premier roman, c'était un roman jeunesse, pareil aussi écrit en grandes lettres, avec des bas de page qui nous amènent dans Paris. Et donc on peut suivre les personnages dans Paris avec le livre. C'est un petit peu comme un petit guide pour visiter Paris. Il y a aussi une intrigue et une thématique. C'est pour ça que ce livre-ci, on va dire que c'est plutôt pour les enfants à partir de 11 ans, puisque la thématique est basée sur la disparition d'une petite jeune fille. Et donc, ça se termine bien, évidemment, on la retrouve, elle a rien eu, mais elle aurait pu l'avoir. Vous êtes une maison d'édition, c'est un produit niche que vous proposez presque. Oui, c'est vrai qu'on s'est un peu spécialisé dans plusieurs choses, donc la dyslexie, les romans qui sont quand même, imprimés pour que tout le monde puisse les lire, des livres aussi qui vont permettre aux enfants, ou enfin du moins aux enseignants, de pouvoir les exploiter en classe, ce qui n'est pas mal non plus. Alors on a notamment un autre livre qui peut être exploité en classe, c'est un livre philosophique qui a été écrit par un professeur de philosophie qui habite dans la région de Liège. Et donc là, c'est vraiment les questions existentielles que les jeunes adolescents se posent. Et ça s'intitule comment ce livre? Qui suis-je? Qui suis-je?
Alors voilà, qui suis-je? Il n'y a pas vraiment de réponse en philosophie, mais au moins ils ont une réflexion à se faire et une discussion entre eux, avec le professeur ou avec les parents. Alors quels sont vos projets? J'imagine que vous avez des projets. Alors oui, on est encore sur un nouveau roman là, qui a été écrit justement par la professeure de philosophie. Et là, il est écrit comme les enfants parlent, comme les ados parlent. Donc c'est encore un peu innovant. C'est pas vraiment de la littérature, puisque dans la littérature on doit bien parler. Mais là, c'est écrit. Voilà, comme les jeunes parlent à notre époque. Et c'est encore une façon d'attirer les jeunes à la lecture. En fait, c'est ça aussi le but de la maison d'édition, c'est de trouver par tous les moyens techniques ou les histoires, d'attirer les jeunes à la lecture dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis les jeunes sont moins intéressés par la lecture de livres? Moi, je pense que c'est beaucoup les jeux vidéo, c'est beaucoup les tablettes, les ordinateurs, les téléphones, et les choses qui vont vite. Ils ont envie d'avoir... ça doit aller très vite aussi. Les vidéos, les... Eh bien, ça va. En tout cas, vous avez un site internet, j'imagine, oui, avec tout à fait. Tous vos livres. Votre prochaine production, c'est quoi? Alors, la prochaine production, c'est ce roman-là, pour les ados. Alors, je ne sais plus le titre. Il n'est pas encore bien défini, donc je ne dirais pas, mais il n'est pas encore bien défini. Il y a aussi un autre bouquin, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, 1000 hiboux, notamment. Ah, ça c'est le tout dernier. Il est sorti il y a quelques jours. Il est arrivé lundi. Et notre auteur, c'est Vanessa Dubanevich. Il y a un nom absolument imprononçable. D'ailleurs, j'en ai souffert en radio, mais ça va, je m'y habitue. On aura l'occasion d'en parler avec elle. Oui. Anne, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Dans une grande forêt noire habitait une famille de hiboux. Au fil du temps, la famille s'était agrandie et ils étaient à présent 1000 à vivre dans les arbres. Ce sont là quelques lignes d'un livre qui s'intitule 1000 hiboux, qui est écrit par Vanessa Dubanevich et illustré par Marca. Et ce livre est édité par Entre deux pages. Vanessa, bonjour. Alors Vanessa, je la connais parce que elle est dans l'enseignement. Et puis à un moment donné aussi, tu as édité, voire écrit des livres. Hein. C'était plutôt de la littérature fantastique. Alors j'avais, toute une partie fantasy, donc médiéval fantasy, qui a été repris par une autre maison d'édition parce qu'on a arrêté nous l'édition. C'était repris par Loup Noir Édition. Et j'ai écrit aussi pour les jeunes des romans avec mes élèves, j'adorais ça. Et ici, donc pour Entre deux pages, j'ai écrit 2 albums. Alors 2 albums, un premier qui s'appelle 1000 hiboux. Voilà, oui. 1000 hiboux. Alors là, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Et je m'étais dit, tiens, je vais demander à différents illustrateurs de le faire. Et puis finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Puis c'est grâce à Anne Nibot, qui a bien voulu reprendre le texte, qui a trouvé Marca pour illustrer. Et là, ça fait tilt tout de suite. Elle a fait des dessins merveilleux. Le hibou qu'elle m'a proposé m'a enchantée. Et voilà. Ça raconte quoi cette histoire, 1000 hiboux? Alors 1000 hiboux est une histoire finalement assez simple. Hein. C'est une petite fille qui se perd dans une forêt et qui va déranger justement tous les hiboux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des cris comme ça, des pleurs qui viennent perturber leur tranquillité, leur solitude. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent l'aider. Voilà. Alors la particularité une des particularités de la maison d'édition Entre deux pages, c'est que notamment il y a une partie qui est réservée aux enfants dyslexiques. Et quand je lis la page 7 de ton livre, il y a des descriptions avec une petite main, un petit doigt tendu. Les lettres muettes sont en gris, les espaces surlignés en vert, entre deux lettres indiquent une liaison, etc. C'est aussi destiné aux enfants dyslexiques? Alors oui, c'est destiné aux enfants dyslexiques, mais plus âgés. Donc ici, là, on va plus vers la 3e, 4e année. Et notre volonté, c'était de toujours fournir une aide pour les enfants dyslexiques, mais autre que les syllabes. Donc ici, Anne avait travaillé sur les syllabes, donc l'alternance vert et bleu. Elle avait aussi travaillé sur les sons. Ici, on a vraiment travaillé sur les terminaisons de la conjugaison, les lettres muettes et les liaisons qui sont parfois très difficiles, justement pour les enfants dyslexiques. Oui, c'est pour les enfants, je vous vois ici, de 7 à 8 ans, c'est ça? Voilà.
voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, justement, quand tu écris une histoire, bon, si c'est pour les enfants dyslexiques, est-ce que tu penses d'abord à écrire l'histoire pour l'histoire ou alors l'histoire pour les enfants dyslexiques? Ah, mais ça, c'est très compliqué. J'en parlais justement avant avec Anne, parce qu'en fait, les auteurs jeunesse sont déjà toujours en tension lorsqu'ils doivent écrire, parce que, oui, forcément, il y a le fait de faire plaisir aux enfants avec des histoires qui leur plaisent, mais il y a toujours aussi ce côté exploitation, ce côté développement des habiletés langagières. Et donc, forcément, c'est très compliqué de se positionner. Donc, je vais dire, ici, j'ai vraiment écrit une histoire qui me plaisait, qui a été testé auprès des enfants et qui leur a plu. Et puis, j'ai vraiment regardé, je me suis dit, mais oui, il y a cet aspect exploitation qu'on peut avoir et on peut aider d'une manière peut-être un petit peu différente par rapport aux autres albums pour 10, pour les enfants dyslexiques. Donc voilà. Enfin, il n'y a pas que ce livre-là, parce qu'il y en a un autre, Lily et les tournesols magiques. C'est pas moi qui l'ai écrit celui-là, mais c'est Bout d'arc-en-ciel, moi. Bout d'arc-en-ciel, ah ben voilà, il est là. Bout d'arc-en-ciel, ça Bout raconte quoi? d'arc-en-ciel. Alors, Bout d'arc-en-ciel, c'est l'histoire d'une petite fille qui rêve d'aller rejoindre les étoiles, et donc elle va essayer plusieurs stratégies pour y arriver. C'est aussi pour des enfants dyslexiques? Non, pas du tout. Cet album-là, c'est plutôt pour des enfants qui commencent la lecture. Comment on fait pour écrire pour la jeunesse? Ça, c'est assez complexe. Et qu'est-ce qui intéresse la jeunesse aussi? Qu'est-ce qui intéresse la jeunesse? Alors, je vais dire, c'est plus facile en tout cas d'écrire pour les jeunes enfants. Donc les enfants qui débutent dans la lecture, parce qu'ils sont curieux de tout, ils ont vraiment un très large panel, ils cherchent finalement leur goût. C'est plus délicat d'écrire quand ils arrivent en 5e, 6e année, pour les intéresser, pour les faire sortir aussi de leur zone de confort, de ce qu'ils connaissent. Parce qu'à ce moment-là, ils ont déjà quand même leur goût qui s'affirme. Et donc voilà, c'est plus compliqué. Mais sinon, pour les enfants, je pense, on prend un sujet, on se laisse porter, on essaie de retrouver son âme d'enfant et ça fonctionne. En fait, le plus difficile, c'est de convaincre les adolescents, je crois, non? Les ados, Oui. c'est plus difficile, non? Oui. En fait, c'est assez paradoxal, mais à partir du moment où ils commencent à très bien maîtriser la lecture, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se désintéresser à la lecture. Ils s'orientent vers d'autres... Ils s'orientent vers loisirs, d'autres choses, vers d'autres loisirs. Ils ont bien entendu toutes les pressions sociales aussi, les pressions groupales, donc ils ont envie d'avoir les mêmes choses que les copains. S'ils ont des choses différentes, on est un petit peu pointé du doigt, on est un petit peu mis sur le côté. Ça aussi, ça joue. Et à l'école, bon, je pense en humanité, on leur impose parfois de la lecture. Est-ce qu'il faut vraiment leur imposer la lecture? Est-ce que c'est un dilemme, hein? Si on ne leur impose pas, ils lisent pas. Je ne dirais pas ça. Disons qu'il faut plutôt leur proposer de la lecture. Donc, c'est-à-dire proposer un large panel. Et dans ce large panel, qu'ils choisissent. Pour moi, c'est ça l'important. Peu importe finalement ce qu'on lit, du moment qu'on lit. Oui, tu as écrit de la littérature fantaisiste ou fantastique. Là, ça plaisait aux adolescents. Oui. C'est un style qui plaît. Oui, entre autres. Mais pour le moment, c'est plutôt... ça, je parle d'expérience avec ma fille, qui est adolescente, et qui lit énormément, mais sur sa tablette, via la plateforme Wattpad. Et ce qu'elle lit, ce sont des romances. Pour le moment, ce sont des romans. Et alors, beaucoup de fanfiction, donc de nouveau, un univers qu'ils connaissent, et qui sont transposés dans d'autres aventures qu'ils voudraient vivre, en fait. Alors, je voudrais quand même qu'on parle un tout petit peu des illustrations. C'est presque le monde de Walt Disney quand on a... C'est fait exprès? C'est fait exprès. Je voulais, en fait, quand on a parlé avec Marca, j'ai vraiment voulu donner au hibou un petit aspect dufteux, tout doux, enchanteur, parce que justement c'était ça, si on prend le second degré du livre, donc la seconde lecture, c'est ça, c'est dans cette forêt assez sombre, assez noire, assez silencieuse, mais il y a tout un monde qu'on ne voit pas. Alors, les prochains projets? Les prochains projets. Je vais continuer pour les enfants. J'ai un album que je suis occupée à réfléchir, à construire. Mais ce sera après mon mémoire, donc il y a encore un petit peu de temps. Et j'aimerais beaucoup écrire un roman à partir
c'est une romance qui se passerait dans le sud de la France. Oh, bon, on va rêver alors. Eh bien, ça va. Donc, je rappelle les titres. 1000 hiboux, c'est entre deux pages la maison d'édition. Et c'est toujours la même maison d'édition qui édite Bout d'arc-en-ciel. Vanessa, merci. Et on se tient au courant. Hein. Pas de souci, oui. Merci beaucoup.